Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver ce vendredi soir pour parler politique et cela sans filtre. Vous le savez, ce magazine revient sur les faits qui ont marqué l'actualité sur l'étendue du territoire congolais durant les 7 derniers jours. Ce soir, on va respecter cette règle-là, bien sûr. Cette semaine en RDC, la question autour du dialogue reste posée, mais l'incertitude règne. On ne sait toujours pas si le dialogue sera convoqué, oui ou non. Entre-temps, on relance le processus de Doha. Le Qatar veut en finir avec la guerre à l'Est. Aux États-Unis, ça bouge aussi. On promet des sanctions au Rwanda qu'on accuse de ne pas vouloir respecter l'accord de Washington. Ça bouge également à Lomé. Est-ce qu'on a enfin une issue à cette crise en République démocratique du Congo? La question reste posée. Avec mon invité, on essaiera d'analyser. Dans le Lualaba, les chantiers qui étaient bloqués ont repris. Est-ce une fois pour toutes cette fois-ci, on va finir avec tous ces chantiers, notamment le boulevard Lumumba qui était bloqué pendant plusieurs mois? La question sera posée, on essaiera d'analyser et voir si cette fois-ci c'est la bonne. Toujours dans le Lualaba, le bourgmestre de Fungurume est réhabilité, mais toujours pas installé pour reprendre son travail. Même chose pour l'administrateur de territoire de Muchacha. Qu'est-ce qui bloque dans le Lualaba? On a du mal à respecter les ordres venant de Kinshasa. Ça, c'est la question principale. On essaiera là aussi d'analyser. Mon invité ce soir, c'est un cadre du parti d'opposition Ensemble pour la République. Monsieur Franck Senga, bonsoir. Bonsoir, monsieur Alain. J'en profite pour saluer les téléspectateurs de la radio Mikoba et vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez une fois de plus. Nous sommes aussi heureux de vous recevoir ce soir. Je vous en prie. Nous sommes aussi très heureux parce que pour la première fois, on va vous voir applaudir pour le président Félix Tshisekedi. En quoi faisant? Je ne comprends pas la question. Applaudir Félix Tshisekedi? Oui. Pourquoi? A priori, pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas vu ce qu'il a fait? Regardez ce bâtiment, ces bijoux réalisés à Kananga, au Kasaï central, l'Unican, bijoux modernes avec tous les équipements. Regardez ces images. N'est-ce pas une bonne raison pour la première fois de dire bravo Félix Tshisekedi? Non. Construire un hôpital, une université ou même une route par un président, ça ne fait pas de lui un dieu. Ça ne fait pas de lui un super homme. Ah bon? Non. Ce sont les prérogatives de lui, étant donné qu'il a été élu pour justement faire ça. Donc c'est pour ça. C'est la raison pour laquelle il a été élu. Mais quand il ne les fait pas, vous êtes les premiers à les critiquer. Quand il les fait pour une fois, justement, reconnaissez quand même qu'il a rempli son job. Il a rempli son job exactement. Mais applaudissez quand même. Non, il le fait avec l'argent du contribuable. Donc ce n'est pas un cadeau qu'il a donné avec ses propres moyens. Non, à la limite, on se dit, on comprend qu'il a exécuté une de ses missions, lui conférée par la loi. Mais de là à dire qu'on doit applaudir, qu'on doit l'élever au rang, je ne sais pas, d'un petit dieu, non. Ça, non, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, cette université-là, moi, je pense qu'on a mis la charrue devant le bœuf, étant donné que je ne vois pas le corps enseignant, il y a encore des problèmes. Quels sont les étudiants? Enfin, quel type d'homme on veut former pour le futur de ce pays? Il y a encore beaucoup de difficultés, étant donné que, pour moi, c'est la connaissance qui doit précéder avant le bâtiment. Voyez-vous? Donc, la finalité de l'action pédagogique ici, c'est la qualité de l'homme et non pas le cadre qui l'accueille. Mais les cadres contribuent à la qualité de l'enseignement, monsieur Franck. Oui, mais je pense qu'on devait commencer par former le formateur de l'homme qu'on veut voir. Ça peut venir après. C'est justement pour ça que j'ai dit que vous mettez la charrue avant le bœuf. Mais comment former l'homme si on n'arrive pas à créer un cadre qui doit former justement ses formateurs? Écoutez, nous avons déjà un certain nombre de cadres dans lequel
les professeurs. Donc, si je comprends bien, Tshisekedi aurait dû attendre la fin de formation des professeurs pour commencer à construire les universités. Non, ça devait aller concomitamment, je pense. Je comprends que c'est la stratégie que vous, d'ensemble, quand Moïse Katumbi était gouverneur dans les Katanga, avez mise en place. La preuve, il n'a laissé aucune université construite dans les Katanga. Il faut dire quand même que Moïse n'était qu'un gouverneur de province. Donc, avec un budget quand même. Le système éducatif a été pris en charge, est toujours pris en charge par le fonctionnement du gouvernement national. Donc, demander à Moïse Katumbi de créer des universités partout, à la limite privée, oui, on accepte parce qu'on l'a fait. À Mpweto, il y a une université, à Kasenga, il y a une université, et même à Kachobwe, je pense. Donc, il a fait quelque chose dans le cadre privé, mais du point de vue national et étatique, je crois qu'il fallait une politique globale. Parce que là, je pense qu'on est en train d'y aller vaille que vaille. Donc, ça doit se faire avec une politique générale claire, avec une vision de l'éducation ou éducatif très claire, échelonnée sur un temps. Oui, mais je disais tout à l'heure que vous êtes un peu de mauvaise foi. On a commencé par structurer la qualité de l'enseignement en basculant dans le système LMD. Maintenant, on améliore la qualité des infrastructures. L'université de Kananga, c'est quand même 12 laboratoires, 2 bibliothèques physiques et numériques. C'est pareil à Mbujimai. Avec le système LMD, nos enfants seront bien formés. Au fait, je ne dis pas trop le contraire. Je pense que c'est un pas qui a été franchi. Il faut saluer. Oui, je salue. Très bien, c'est ce que je voulais. Mais par là, dire qu'il faut plébisciter quelqu'un pour avoir fait son travail... Pourquoi pas vous deux s'il vous plaît. Attendez, vous deux ensemble, vous seriez content si Félix Tshisekedi disait bravo à Moïse Katumbi pour ce qu'il a fait au Katanga quand il était gouverneur. Ce qui n'a jamais été le cas. Vous auriez aimé qu'il le fasse? Ça nous aurait été égal. Pourquoi? Pourquoi ne pas reconnaître un bienfait? C'est vrai que vous allez peindre un tableau noir pour la gestion de Félix Tshisekedi, mais pour une fois qu'il met une tache blanche sur ce tableau noir, reconnaissez, encouragez, parce que de toutes les façons, les bénéficiaires, c'est le peuple congolais. Oui, je reconnais et j'encourage qu'il fasse beaucoup plus que ça et de manière structurante. Ça, il n'y a pas de doute. En 2 mots, de manière structurante, ça veut dire il doit faire quoi? Quelles sont les étapes qu'il doit respecter pour enfin avoir vos acclamations? Disons que ça doit entrer dans un cadre beaucoup plus national, structurant, par rapport à une vision échelonnée sur le temps. C'est beaucoup mieux, parce que nous ne savions même pas quand est-ce que ça avait été voté au Parlement. Donc c'est quelque chose... C'est vous qui ne le savez pas, mais tout ça, c'est dans le programme du gouvernement, même si ça tarde. Ça n'a pas été voté au Parlement. C'est quelque chose qu'on a décidé, vaille que vaille. On nous dit que c'est l'argent des RAM. Encore que le RAM n'a pas été connu, n'a pas été quelque chose maîtrisé par le gouvernement. Donc on ne sait pas très bien si c'est quelque chose de privé ou public, c'est compliqué. C'est public, c'est public. L'université de Mbujimai, c'est public. L'université de Kananga, c'est public. Merci d'avoir salué cet effort du gouvernement central. Écoutez, et je voulais ajouter ici que cette université-là va accueillir nos élèves venant de la gratuité de l'enseignement. Encore une catastrophe. La gratuité, vous savez qu'aujourd'hui, un enseignant de l'école primaire gère 200 élèves dans une même classe. Donc, j'ai dit ici que c'est quel type d'homme nous voulons voir entrer en compétition dans le monde multipolaire d'aujourd'hui. C'est difficile. Donc, ça signifie en d'autres termes que on est en train d'avoir davantage plus d'élèves à l'école, mais pour plus d'idiots. Oui, mais vous aurez préféré que ces élèves ne soient pas à l'école? Soit dans une bonne école, plutôt. Pour qu'on arrive à une bonne école, il faut investir, il faut des moyens. Justement, il fallait commencer par là et non pas mettre la charrue devant le bœuf. Sinon, l'enseignant ne fait rien. Autour de 200 élèves, qu'est-ce que tu veux que... On se perd un peu dans votre logique. On ne sait plus c'est quoi la charrue, c'est quoi le bœuf ici. Quand on construit d'abord l'université pour améliorer la qualité de l'enseignement, vous n'êtes pas d'accord. On commence par envoyer les enfants à l'école pour après construire les écoles. Vous n'êtes pas non plus d'accord. On doit commencer par quoi finalement? Je pense que c'est 2 contextes différents. Okay. Donc, le contexte universitaire n'a rien à voir avec ce qu'on a décidé à l'école primaire. Okay. À l'école primaire, on a besoin du nombre.
hein. Le nombre demande des infrastructures a priori. A priori. Mais à l'université, ça c'est autre chose. C'est la crème. On n'a pas besoin d'abord d'accueillir le monde entier, enfin, ou tous les élèves venant de l'école secondaire. Katumbi, il a laissé combien d'écoles? Beaucoup. En tout cas, il en a construit beaucoup. Citez-moi deux. Caravia, c'est une école qu'il a donnée aux prêtres. Oui, ça c'est une école privée, gérée par les catholiques. Mais la plus grande, il gérait l'État. La plus grande école qui était en ruine, Kiwele. Mais ça, allez voir aujourd'hui, c'est un bijou et la qualité de l'enseignement a vraiment grimpé. Ok. Une seule école dans le Grand Katanga avec toutes les richesses. Non. À Likasi, de même, il y a une école au Zima et même l'école de l'État, ça a été réhabilité du temps de Katumbi. Et cela a été le cas à Kipushi et même au niveau de Kamina. Je connais ces écoles-là. Et dans le Lualaba? Dans le Lualaba, il faut quand même dire que j'ai jeter des fleurs à Richard Mouyej qui est venu juste après pour nous réhabiliter la bonne école que nous avions. Et Wabora. Oui, mais comme Moïse Katumbi ne pouvait pas faire tout au même moment, donc allez-y comprendre que c'est une question de... En fait, l'État ne s'arrête pas. Donc, le développement, c'est un processus cumulatif. Et les autres sont venus en rajouter. On comprend. On comprend votre difficulté. Je vous en prie. Ouvrons maintenant le premier chapitre de cette émission, le dialogue. Le dialogue que tout le monde cherche, enfin, j'ai dit tout le monde, on va dire presque, parce qu'à l'Union sacrée, ils ne sont pas nombreux à vouloir ce dialogue. Pacte social, processus de Washington, Doha, Lomé, Luanda, tous ces processus, en tout cas tous ces pays semblent actifs pour mettre autour d'une table les Congolais. Et dans tout ça, qu'est fait ensemble de Moïse Katumbi? Oui, disons que je voulais d'abord fixer ici l'opinion. Vous voyez, il est vrai que notre parti, là on le reconnaît, nous avons traversé, juste après la proclamation des résultats catastrophiques de l'élection cataclysmique de 2023 de Denis Kadima, où il a par magie créé une classe de députés d'un certain niveau, et même à tous les niveaux d'ailleurs. Le parti Ensemble a traversé un moment de flottement. Mais il est vrai que dans un pays, quand les armes sont en train de siffler, la lutte démocratique est remise au second rang. Il est difficile de se faire entendre quand les armes sont en train de parler. Bon, c'est ainsi que nous avions pris le temps, mais vous avez appris dernièrement qu'il y a eu un conclave pour le parti autour de Moïse Katumbi en Europe. Nous avions fixé le cap pour essayer de donner des orientations au niveau de toutes les fédérations Ensemble pour la République du Congo, afin de pouvoir prendre les choses au sérieux et davantage entreprendre certaines démarches et de mobilisation et même bon, voilà, donc que le parti aille beaucoup mieux que les temps qui sont passés depuis les élections. Ensemble donc déboussolé depuis les résultats des dernières élections présidentielles? Non, pas du tout. Nous savions ce qui s'est passé avec la magie de Kadima. On n'a pas été déboussolé du tout. Donc nous avions eu une élection qui n'en était pas une, étant donné que les votes étaient à domicile. Juste une question de curiosité. Est-ce que vous revendiquez la victoire de Katumbi aux élections présidentielles? Nous ne la revendiquons pas parce que tout était Si vous ne revendiquez pas la victoire de votre candidat, donc vous reconnaissez tacitement la victoire de Tshisekedi. Bon, enfin, c'est un président... Parce qu'au moins Fayoulou, lui, il réclamait avoir été élu. Étienne Tshisekedi aussi, dans son temps, il réclamait avoir élu. Jean-Pierre Bemba avait réclamé avoir été élu. Oui, vous ne réclamez pas avoir été élu, mais vous contestez celui qui est élu. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Non, mais où est-ce que ça les a emmenés? Étienne Tshisekedi lui-même, qui se disait leader maximum, mais il a prêté serment, mais ça s'était arrêté là. Fayoulou, avec sa vérité des urnes de 2018, il est fatigué et finalement, il s'est retrouvé à aller s'agenouiller. Mais au moins, il y avait une certaine logique. Non, le problème...
Pour vous, où est la logique si vous ne revendiquez pas la victoire, mais vous ne reconnaissez pas votre défaite? Soit vous avez gagné, soit vous avez perdu. Non, ça signifie en d'autres termes qu'il y avait un flou, un désordre organisé et total, où il était même si difficile de pouvoir cerner le bon grain du mauvais. Kadima a mis tellement la bouillabaisse dans la sauce, il était même plus difficile de dire, voilà, nous avons des PV, voilà, nous avons retracé toutes les traces de nos votes pour venir les présenter devant la Cour constitutionnelle. C'était difficile étant donné que les élections ont duré 7 jours. 7 jours avec un vote à domicile où les gens avaient bien ces témoins. Vos témoins ne vous ont pas fait monter justement résultats pour qu'au moins à votre niveau, vous puissiez dire on a eu autant de voix. Oui, écoute, les témoins étaient là le premier jour et à la limite le second. Mais écoutez, vous n'allez pas garder un témoin une semaine dans une salle et encore que ces machines-là ne se retrouvaient pas dans des salles qu'on pouvait géographiquement situées, ça se retrouvait dans les maisons des candidats de la majorité présidentielle qui faisaient un vote à domicile. Comment vous allez vous introduire dans une maison de quelqu'un pour vérifier ce qui s'y passe? Mais donc, néanmoins, avec des vidéos, avec YouTube, enfin avec les réseaux sociaux, nous avions vu le scandale de l'élection catastrophique de Denis Kadima, qui par ailleurs, je ne vois même pas pourquoi il reste libre, cet homme. Parce qu'il nous a foutus dans la merde. Voilà les conséquences où nous en sommes. C'est parmi les points de discorde, les points qui fâchent, qui poussent certains à aller prendre des décisions à l'extrême. Voilà. On va en venir sur le point des discordes. On ferme la parenthèse élection. Revenons au dialogue. Que diriez-vous à ceux qui disent que Katumbi et Ensemble sont des traîtres de l'opposition? Dans tout ce processus pour la paix, Ensemble n'est ni dans la Mouka, ni dans Sauvons la RDC. Vous êtes nulle part. Est-ce qu'on aurait raison de dire que vous êtes des traîtres? Non, non, pourtant, nous, on est ensemble. On n'est ni Sauvons le Congo, ni la Mouka, encore moins... Mais vous ne parlez pas d'une même voix avec ces autres partis de l'opposition? Non, je pense que c'est une divergence parallèle, une convergence parallèle. Donc, chacun a sa plate-bande, mais nous avions des objectifs communs, qui est qu'on fasse tabula rasa avec la gestion de Félix Tshisekedi pour, une fois de plus, autour des facilitateurs d'un dialogue qui viendra dans les mois certainement à venir ici, qui mettra tout le monde d'accord. Il suffit seulement d'attendre que les éléments de langage par rapport au cahier de charges des uns et des autres soient plus ou moins acceptables. Si c'est acceptable par rapport aux 3 composantes de l'opposition, la société civile et même la majorité, je pense qu'on ira dans le dialogue, chacun avec son cahier de charges, et on pourra se mettre d'accord. Parce que moi, je ne vois pas une autre sortie de crise que par le dialogue. Parce que nous, ensemble, c'est cela que nous prêchons. Nous prêchons un dialogue sincère, on va se dire des vérités, on va faire tabula rasa de toutes les antivaleurs auxquelles le pays a fait face, avec ces antivaleurs auxquelles vous avez aussi participé. Comment? En quoi faisant? Vous avez été à la genèse de l'Union Sacrée, oui. Vous avez participé à la gestion de l'Union Sacrée, non, tout comme vous aviez, en tant que votre leader avait participé à la gestion de Kabila, etc. C'est votre jeu depuis tout ce temps. Vous participez et puis vous passez pour des saints. Non, pas du tout. Disons que le bilan de Moïse Katumbi, intuite personae, partout il passe, au moins quand il touche à quelque chose, il le transforme en or. Quand l'Union Sacrée a commencé, nous sommes allés de jour. On n'a pas rampé ou rasé les murs pour rencontrer Félix Tshisekedi. Et c'est Félix Tshisekedi
qui nous avait invités parce qu'il estimait que Moïse Katumbi pouvait le sauver et le délivrer des griffes de son encombrant allié qui était Joseph Kabila autrefois. Et Moïse Katumbi l'a fait 2 jours. Mais quand nous nous sommes alliés, on a compris que Félix Tshisekedi ne jouait pas franc jeu et nous nous sommes dit que nous n'allons pas indéfiniment l'accompagner dans ses antivaleurs. Nous avons fait marche arrière, mais on assume le fait que nous avions passé quelques mois avec eux. Ok. Et si ça choquait les uns et les autres, en tout cas, nous, on a toujours fait mea culpa quant à ce. Peut-être que c'était une mauvaise décision. Vous demandez pardon pour avoir aidé Félix Tshisekedi à se débarrasser des Kabila. Votre nouveau, ou je ne sais plus, ancien allié Kabila. Disons qu'on assume. Il y a quand même des passerelles. Il y a des passerelles avec certains politiciens, certaines plateformes, mais qui n'est pas encore... ce n'est pas encore mûr. Donc, on continue à travailler là-dessus en filigrane du dialogue qui va se tenir dans les mois à venir. Avec l'opposition politique, vous dites que vous avez les mêmes objectifs. Il y a aussi l'opposition armée. Avez-vous aussi les mêmes objectifs avec eux? À les entendre parler, il y a des points qui ressemblent à nos revendications. À les entendre parler. Lesquels? Par exemple, mettre fin à la gabegie financière, la corruption, Alain, le détournement des fonds. Mais eux, ils veulent renverser le régime Tshisekedi, qui est un régime démocratique installé légalement. Non, mais néanmoins, j'ai entendu leurs responsables dire qu'ils sont prêts au dialogue. Ok. Oui, donc si on peut faire l'économie des vies humaines, du sang qui a coulé, qui continue à couler, en allant au dialogue avec tout le monde, en se disant la vérité, et pouvoir stopper un peu ces antivaleurs qui nous gangrènent. Alain, la corruption a atteint des proportions stratosphériques dans ce pays, où vous avez une seule personne qui vous prend 26 millions de dollars à lui seul. Alors que dans nos maternités, dans les zones non urbaines, les gens meurent par manque d'aspirine. Oui, ça c'est sérieux parce qu'on a appris ce week-end le détournement de 25 millions de dollars à l'OCC. Figurez-vous. Et cette même semaine, il y a au GFREM et dans le Congo central aussi le gouverneur livré à la justice pour le pays dans lequel nous sommes. De 1 million de dollars. Et tout ça est documenté. Quand vous allez chez les Américains pour dire non, venez travailler avec nous, ils viendront dans quelles conditions, avec quelle justice? Mais le pays est totalement corrompu. Ça, on doit élaguer d'abord ces choses-là pour pouvoir espérer voir les Américains arriver ici. Et à propos des Américains, le deal signé avec Kinshasa, minéré contre sécurité, en ensemble, vous aviez, en tout cas Moïse Katumbi avait l'air de valider cet accord. Vous êtes toujours sur la même position? En fait, l'accord de Washington, d'abord, il faut qu'on se le dise. C'est encore un mémorandum d'entente, mais qui trace les grandes lignes de la collaboration. De la coopération future, oui. Qui trace quand même les grandes lignes à venir. Mais il y a beaucoup de préalables, Alain. Donc, moi, ici, je dois dire aux gens de l'Union Sacrée, surtout aux gens de l'UDPS, que cette coopération a encore plusieurs années devant nous, avant de la matérialiser. C'est encore très compliqué. Voyez-vous, nous, on n'était pas, disons qu'on n'est pas totalement contre. Nous savons que c'est un grand pays, mais la négociation a été faite dans des termes par moments inappropriés et même inacceptables, parce que ça ressemble à des négociateurs qui sont allés vendre la richesse du pays sur un plateau d'or, tout en oubliant les générations futures, comment on va vivre, mais avec comme objectif de sauvegarder leur pouvoir. Donc ils avaient à l'idée de voir les Américains débarquer avec leurs forces, les Marines, pour venir taper Corneille Nangaa, taper Ouganda et dire bon, voilà, vous restez au pouvoir tant que nous avons déjà signé avec vous. Je pense qu'ils se sont trompés. C'est juste un mémorandum d'entente. Mais il y a beaucoup de préalables. Voyez-vous. Parmi lesquels Moïse Katumbi, je me souviens, il a dit un jour qu'au Congo, c'est bien de signer avec les Américains. Mais le Congo
a des minerais, certes, mais n'a pas de mine certifiée, connue, libre, qu'on peut donner aux Américains sans beaucoup de problèmes du point de vue juridique. Voyez-vous, étant donné que ils doivent venir, ça doit commencer par l'exploration. Et l'exploration en soi, pour certifier des réserves, ça peut prendre 2, 3 ou même jusqu'à 5 ans. C'est quelque chose qui demande beaucoup de moyens, beaucoup de mobilité et beaucoup de ressources. Voyez-vous. Donc, on ne sait pas dire d'emblée que, voilà, là-bas, il y a 20 millions de tonnes métriques de cuivre ou de cobalt, venez prendre. On doit passer par l'exploration. Mais heureusement, l'idée du deal, c'est à long terme, hein? Ce n'est pas un truc à faire en 5 ans. Non, eux ne voyaient pas ça comme ça. Pour eux, c'était les mois qui suivaient la signature, les combats s'arrêtent, les GIs, les marines, les GIs débarquent, ils tapent les rebelles et les agresseurs et ils rassurent le pouvoir en place de rester autant que possible par rapport au nombre d'années. Mais ils se sont trompés. En observant l'attitude de Donald Trump avec ce qu'il fait sur la scène internationale, est-ce que vous pensez qu'il est toujours crédible comme partenaire? Non, Donald Trump n'est pas crédible. C'est quelqu'un qui est très imprévisible. Donc, avec ça, vous savez, pour Donald Trump, moi, je l'ai compris. Lui, il a déjà son accord entre les mains. Ils vont l'exécuter quand ils voudront. Et si vous voulez changer de fusil d'épaule parce que ils ne sont pas dans votre agenda, Donald Trump peut créer des problèmes. Et ce deal par rapport à ce qui a été dit, surtout dans les annexes de ce deal ici, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Qui n'est pas passé par ailleurs au Parlement pour être étudié, discuté au vu et au su de tout le monde, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous gênent là-dedans. Est-ce que vous savez qu'on a concédé le droit de préemption de toutes nos richesses? Donc ça signifie en d'autres termes que plus tard, un grand gisement mis en évidence, mis à jour, on doit préalablement demander l'autorisation des Américains pour le gérer avec un autre partenaire. C'est grave. Nous nous sommes liés les mains, nous-mêmes. Oui, mais si ça peut nous permettre d'avoir la paix, vous pouvez concéder cela à Félix Tshisekedi. Non, pas du tout. C'est un peu comme quelqu'un qui dit entre la peste et la malaria, je choisis la malaria. Nous, ensemble, nous sommes dit, non, nous choisissons la bonne santé. Il y avait un moyen de pouvoir exploiter nos richesses de manière rationnelle, avec tout ce que nous voulons aller en deal, et non pas aller sacrifier sur un plateau d'or toutes les richesses du pays parce qu'on veut rester au pouvoir. Non, très rapidement, normal. Selon vous, lequel de ces processus est plus crédible, même si en tout Kinshasa dit qu'il n'y a que 2, le processus de Washington, Doha, Lomé, Luanda, on parle aussi du Parti social de l'SCC et la SENCO, lequel vous semble crédible et qui va nous amener à la solution? Bon, moi je pense que Félix Tshisekedi a compliqué seulement la chose lui-même. Je me souviens que, enfin, quand bien même on verse beaucoup de haine sur lui, Monseigneur Mouteba leur avait dit, il y a une année je pense, ou quelques mois de ça, il dit, la solution ne viendra ni de Washington, ni de Doha, ni de Addis Abeba, ni d'Angola, encore moins de je ne sais où, Nairobi. La solution est ici. Ça nous aurait évité beaucoup d'énergie, une économie en argent, une économie en temps. Ça nous aurait évité beaucoup de choses. Mais à la limite, j'ai l'impression que Félix Tshisekedi veut juste externaliser le conflit et ignorer les causes profondes des désaccords qu'on a au pays. Vous avez haché ensemble en tant qu'opposition républicaine. Quelles causes profondes vous énumérez très rapidement? La mégestion du pays, corruption, détournement. Les problèmes de sécurité à l'Est, avec les problèmes identitaires. Oui, mais ça, ce sont les conséquences, ce ne sont pas les causes. Ça, c'est les résultats. Quelles sont les causes? Le problème identitaire, c'est une cause. C'est une cause. Le vol et le détournement, c'est une cause. Okay. Les élections, le processus électoral, ce sont des causes qui frustrent les uns et les autres, qui emmènent les plus radicaux à prendre des dispositions
Enfin, voilà. Extrême, on a compris. Très rapidement, réagissez maintenant à l'évolution de l'actualité concernant ces différents processus. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a dit à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de la chute de la ville de Goma, une journée a été organisée comme ça à Kinshasa, des commémorations, pas des célébrations. Il a dit, le M23, cette rébellion, ça sera la dernière rébellion que connaîtra la République démocratique du Congo. Et il dit, il avance pour argument, la stratégie mise en place par Félix Tshisekedi. Êtes-vous de cet avis? Djalelo Promax. Cet homme-là, je ne le connaissais pas très bien. Mais à partir du moment où j'ai commencé à l'écouter, mais il débite des histoires à dormir debout pourvu qu'il conserve son petit poste ministériel. Encore qu'il a fait 12 ans comme gouverneur, je pense, oui, sous Kabila. Il était presque à genoux à chaque fois qu'il voyait Kabila. Il faisait des éloges à Kabila comme vous n'avez pas idée. Et aujourd'hui, il a tourné Kazakh. Mais il aime Félix Tshisekedi plus que Maman Marthe elle-même. J'ai dit ça, c'est du Djalelo Pro Max. Ce type-là raconte des histoires. Il sait que d'ici là, il peut y avoir remaniement ministériel, il peut y avoir remise à zéro. Chacun veut plaire au chef afin qu'il puisse le garder au frais pour un petit espace ministériel. Vous ne croyez pas du tout à sa théorie? Non, venez, on parle sincèrement. Il est possible qu'on mette fin à la guerre si tout le monde s'en va au dialogue avec une sincérité de cœur et une pureté de sang. Mais ça peut nous aider à stabiliser le pays. On ne dit pas qu'on peut résoudre tout en un seul clic de doigts. Mais c'est un processus qui peut venir. Parce que la paix commence par la paix des cœurs avant de taire les armes. Oui, mais maintenant que le Rwanda vient de reconnaître publiquement sa collaboration avec les rebelles du M23, Julien Paluku se base aussi sur ça. Hein. Avant, il était caché, le Rwanda. Maintenant il l'est dit, il les reconnaît en ayant été poussé à l'extrême par la diplomatie agissante, nous dit-on, de Félix Tshisekedi. C'est dire, maintenant, le parrain de toutes les rébellions que nous avons eues vient de se révéler avec le deal de Washington. C'est impossible qu'on ait une nouvelle rébellion, en tout cas parrainée par le Rwanda. Écoutez, on doit devenir d'abord nous-mêmes sérieux. Les Congolais, on doit devenir sérieux. L'homme politique doit devenir sérieux. Vous savez, moi j'ai toujours dit que Paul Kagame, il ne fait que jouer sa partition dans le chaos créé par la race des politiciens congolais. Paul Kagame, en soi, il ne crée pas lui-même ce chaos, mais il profite de ce chaos. Il exploite ce chaos congolais qui existe depuis la nuit des temps pour tirer son épingle du jeu et profiter de ça. Voyez-vous. Donc, on doit être sérieux d'abord, nous, Congolais, pour ne pas voir Paul Kagame venir s'inviter. Moi, je le considère comme ce spectateur-là qui vient, il ramasse les bijoux dans une maison où les propriétaires se battent au salon. Mais lui, il ramasse les bijoux allègrement parce qu'on n'est pas sérieux nous-mêmes. Commençons d'abord par nous regarder nous-mêmes et voir quelle est notre responsabilité, la part de notre responsabilité dans tout ce désordre que connaît l'Est. Et vous allez voir que le jour où on sera sérieux, on va construire une armée à la hauteur de la menace que nous avions. D'ailleurs, sur tous les 9 voisins, je pense que c'est à partir de là qu'on va commencer à nous respecter. Pendant la dernière campagne électorale de 2023, Moïse Katumbi avait dit que s'il était élu, il mettrait fin à cette guerre en 6 mois. Oui. Pourquoi ne pas donner cette recette magique à son frère Félix Tshisekedi, avec qui ils ont été à l'opposition contre Kabila? Félix Tshisekedi a 1200 conseillers payés sur... pour le bien du pays. Écoutez, pourquoi ne pas donner la recette? Il a 1200... Au fait... Si Katumbi aime ce pays... Attendez, vous savez, Katumbi, quand il avait dit ça, c'est parce que lui-même se connaissait, se savait comme gage. Sa personnalité, c'est déjà un gage. Quand Katumbi est devant les grands de ce monde, il est écouté. Donc, il fallait que... En clair, oui, si c'est lui, c'est sa personne. Que Tshisekedi quitte la présidence, laisse la place à Katumbi. Écoutez,
ça mettrait fin à la guerre. Je ne dis pas ça. Mais et encore que Moïse Katumbi le méritait amplement, au-delà de ce que nous voyons ici. Il le méritait amplement. Et si les élections ont été organisées dans les meilleures des conditions, Moïse Katumbi serait président en ce moment ici, et sa personnalité ferait de ce monde, ferait de la RDC quelque chose de respectable, et ça allait aller très vite pour mettre un terme à ce conflit. En attendant, pour l'instant, il n'apporte pas sa contribution pour vous l'envoyez en exil en attendant. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Non, mais selon l'UDPS, Katumbi n'est pas en exil. Il passe plus de temps à s'intéresser au football qu'à la politique qui se passe dans son pays. Il est plus un fan du football. Il est dans tous les grands matchs à travers le monde. Monsieur Alain, et pas dans la politique congolaise. Monsieur Alain, tu vois Moïse Katumbi passer devant l'IMT et être applaudi? Mais on va le caillasser. On ne peut pas venir négocier ou même s'entendre dans un pays comme ça, ou dans une ville comme Kinshasa. Et même le dialogue lui-même, le dialogue ne sera pas tenu au Congo. L'UDPS veut que ça se tienne à Kinshasa. C'est impossible, là où il y a des forces du progrès qui font la loi en lieu et place de la force publique. Un groupe de vaille que vaille, des gens qui ne sont contrôlés par personne, qui font ce qu'ils veulent et qui font ce qui leur passe par la tête. On ne peut pas faire un dialogue dans ces conditions-là. On change de chapitre. Impossible. On change de chapitre. Oui. On va parler social à présent. Le gouvernement souminois avait décidé depuis le 30 mai de l'année passée d'augmenter le SMIC qui passait de 14 500 à 21 500. Ce nouveau SMIC est censé entrer en vigueur dès la fin de ce mois de janvier. Sauf qu'il y a un hic, c'est que le gouvernement et les partenaires sociaux ne semblent pas être disposés à l'appliquer. Pourquoi? Parce que le gouvernement vient de demander, cette semaine en tout cas, au Conseil national du travail de travailler à la fois avec les syndicalistes et les employeurs pour trouver une solution équilibrée entre les deux entités, donc les travailleurs et les employeurs, une solution qui puisse à la fois être profitable aux travailleurs, mais n'est pas déséquilibrer les entreprises, parce que quand même avec le nouveau SMIC, la charge salariale va augmenter de presque de 50%, ce qui est énorme. À la dernière réunion tenue par la Première ministre, les employeurs ont clairement dit à la Première ministre que ce n'était pas faisable, en tout cas dans l'état actuel. La difficulté, c'est que le décret portant augmentation du SMIC a lui déjà été signé. Depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai. Mais les discussions pour ce décret viennent après. Est-ce que vous êtes d'avis qu'on a plutôt inversé les choses et est-ce toujours réaliste de compter sur ce nouveau SMIC? Bon, moi-même que vous voyez ici, je serais, si seulement ce nouveau SMIC arrivait à être appliqué, je serais l'un des bénéficiaires parce que agent dans une des compagnies de la place. Ok. De mes échanges avec la délégation syndicale, ils ont dit c'est une loi et une ordonnance qui a déjà été décidée. Donc le président a décidé depuis des mois. Donc je pense qu'on a même traversé la moitié de l'année. Oui, depuis plus de 6 mois, oui. Nous attendons l'exécution de cette ordonnance-loi-là. Mais en parlant avec la délégation syndicale, ils ont semblé me dire que, les directions ne sont pas du tout d'accord. Parce que vous voyez l'enveloppe salariale passer du simple au double. Donc augmenter de 50%, c'est très difficile. Et je crois que les employeurs ont demandé du temps pour essayer de voir comment est-ce qu'il sera possible d'échelonner ça sur plusieurs années, quelque chose dans ce sens-là. Mais ce n'est pas ce que dit l'ordonnance. Oui. Bon, moi ici, parce qu'il est vrai que c'est pour le bénéfice du Congolais qui travaille dans des entreprises pour le social. Privées. Ouais. C'est une bonne chose pour le Congolais, le travailleur congolais. Alors, je vais essayer de tester le courage
de Félix Tshisekedi, comme j'ai vu le courage de Joseph Kabila lors du rééchelonnement des taxes par rapport au code minier. Parce que Joseph Kabila a dû même déposer son pouvoir sur la table des 7 géants miniers au Congo et dire je n'ai pas besoin de votre accompagnement d'un pouvoir éternel. J'ai besoin que mon peuple puisse bénéficier de ces 10% de taxes et voir le pays décoller une fois pour... Vous voulez le même courage de la part de Tshisekedi? Oui, dire à toutes de ces grandes respecter scrupuleusement... Vous augmentez le SMIC, moi je suis prêt à quitter le pouvoir. Exactement, mais pourvu que vous puissiez respecter mon ordonnance présidentielle. Ça sera une histoire. Et là, je vais féliciter Félix Tshisekedi au moins cette fois-là, par rapport à ce courage-là. Ok. Ouais. Mais en même temps, si on veut être réaliste, économiquement, est-ce que les entreprises congolaises sont en mesure de mettre sur la table dès la fin de ce mois de janvier? On est le 30 pour ceux qui nous regardent en direct. Donc ce samedi, on est déjà le 31. Le lundi prochain, on est déjà en février. Est-ce que les entreprises sont prêtes, avec le climat économique actuel, d'augmenter de plus de 50%, de près de 50% leur enveloppe salariale? C'est ça la question, en voulant être réaliste. Je ne pense pas, M. Alain, ce sont des capitalistes. Tous sont venus, ils sont frileux quand il y a des dépenses supplémentaires pour leur coût de production, de la tonne métrique, cuivre, cobalt, en ce qui nous concerne. Je pense que... ça va être compliqué. Ça sera difficile, ça sera très difficile à pouvoir appliquer tout de suite ici. C'est qui est sûr, les discussions au niveau du Conseil national du travail continuent. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que l'État, qui est le premier employeur du pays, devrait commencer lui-même par augmenter le SMIC des agents de l'État? Ah, c'est tout le problème. Parce que lui, au moins, il n'a pas de ce problème-là. Il n'est pas patron comme les privés. Oui. On suppose qu'il a eu le temps de faire tous les calculs possibles. C'est tout le problème. L'État lui-même, il veut respecter le SMIC du moins payé, mais il ne saura pas augmenter les autres catégories qui ira du moins payé jusqu'au plus gradé. Mais le moins payé, il me semble que l'État est prêt à respecter parce que ça coûte moins cher. Mais les autres catégories intermédiaires, l'État n'est pas là. Mais maintenant, pour les entreprises comme minières qui nous emploient, si vous touchez le SMIC du moins payé, automatiquement, ça va booster les catégories intermédiaires. C'est ça qui va justement gonfler l'enveloppe salariale à 50% près. Mais, je prends juste un exemple des entreprises minières. Est-ce que vous savez que les cours de cuivre sont au plus haut niveau de leur cours sur le marché international? Le cuivre s'achète à 13 000 $ pour l'instant. Donc les entreprises sont en capacité de payer. Oui, au moins les entreprises minières, s'il te plaît. Oui. Pas d'autres. Mais elles peuvent, commencer et je donner pense qu'elles peuvent commencer, mais ça reste des capitalistes, ces gens. S'ils résistent, c'est par mauvaise foi. Relativement, mais pas dire de mauvaise foi, mais on ne sait pas. Étant donné que les cours peuvent monter et chuter, et là, si l'agent a déjà saisi un avantage, il ne le relâche plus. C'est tout le problème. En tout cas, la première ministre Judith Suminwa a été catégorique. Le SMIC, tel que décidé en mai dernier, doit être appliqué 21 500 le jour pour le salaire minimum garanti. On va voir jusqu'où ça va nous amener, mais en tout cas, le dialogue social, il est engagé entre les entreprises et les travailleurs. Exactement, à travers la délégation syndicale. Et si ça arrivait à être exécuté, je jetterai des fleurs à Félix Tshisekedi. On vous recevra et on aura la chance de vous voir applaudir pour Félix Tshisekedi. Ouais. Au moins sur ce point-là. J'attends de lui le même courage que Joseph Kabila sur le code minier. Ouais, bien, on voit. Voilà. On sent un peu d'ironie là-dedans parce que vous êtes apparemment sûr qu'il ne le fera pas. Venons ici, au Lualaba. Les chantiers qui étaient à l'arrêt depuis plusieurs mois, les activités ont repris. C'est une bonne nouvelle. Le boulevard Lumumba qui était bloqué depuis presque un an, les travaux étaient exécutés presque à 20%. Les chantiers sont ouverts à nouveau, les machines tournent. Bonne nouvelle, vous saluez?
Bon, a priori, c'est une bonne nouvelle hein, que certains chantiers rouvrent et qu'on puisse un peu désengorger parce qu'il y a des avenues qui étaient bloquées. On ne savait pas emprunter ces avenues-là, y compris devant vous ici. Ouais. Ça serait devant une nous, c'est bonne boulevard chose. Lumumba. Le boulevard, oui, c'est l'une des avenues les plus emblématiques de la province d'ailleurs. Oui. Donc je pense que ça doit vite finir, c'est une bonne chose, mais d'après les informations que nous avions, c'est que le gouvernorat est vraiment en difficulté depuis que on avait suspendu l'exportation du cobalt, oui. du cobalt produit au niveau du Lualaba ici. Et alors, les taxes n'ont pas suivi hein, et les impôts... Les caisses de l'État sont vides. Oui, les caisses de l'État n'étaient pas bien alimentées. Dans le Lualaba, qu'on dit province riche. Oui, encore que dans le Lualaba, si vous savez ce que Kinshasa nous pompe ici, mais vous aurez des larmes aux yeux. J'ai pitié deux fois de la madame gouverneure ici, même si elle n'en parle pas, elle en souffre terriblement. Kinshasa pompe l'argent ici. Ah bon? Ça pompe l'argent. Si vous voulez qu'on puisse le calculer par rapport aux 40% prescrits dans la loi, je ne sais pas si on arrive à 3%. Il n'y a que des miettes qui restent ici? Oui, des miettes. Les gens ici... Donc la population du Lualaba n'a pas le droit de se plaindre de la lenteur dans l'exécution de chantier parce qu'on doit comprendre que Kinshasa prend aveuglément plus dans la caisse du Lualaba? Non, la population doit continuer à exiger parce que si vous vous sentez que vous n'êtes pas capable de dire non à Kinshasa, mais démissionnez. Laissez-nous le pouvoir, vous allez voir le courage que nous allons exécuter, enfin, avec lequel nous allons diriger cette province, nous allons remettre les pendules à l'heure et Kinshasa va nous respecter. Quand vous parlez comme ça, vous nous poussez à comparer à l'époque où Katumbi était gouverneur. Vous-même ici, vous nous aviez rappelé qu'il n'était qu'un simple gouverneur. Maintenant, vous voulez que Fifi Masuka ait un courage plus que celui qu'avait Katumbi? Disons que les lois ont changé. Il faut dire quand même que les lois ont changé. Et on ne peut pas accepter voir les quantités d'argent. C'est un pipeline qui est installé du Lualaba vers Kinshasa. On pompe des millions d'argent. Attention à ne pas affirmer des choses pour lesquelles vous n'avez pas de preuves. Hein. On pompe l'argent. Qu'on nous dise seulement par rapport aux 40%, qu'est-ce qui reste en termes de proportion. Mais vous allez pleurer. Il faut lire le budget. Restons dans le Lualaba. Le bourgmestre de Fungurume, M. Lieusaint, a été rétabli par message du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Mais depuis, il n'a pas repris ses fonctions. C'est la même chose pour l'administrateur du territoire de Muchacha. Lui aussi, il n'a toujours pas encore repris ses fonctions. Pour les cas de l'homme de Fungurume, du gouvernement provincial, on apprend qu'il y aurait un dossier de lui à la justice et qu'il serait recherché par la justice. D'ailleurs, on attend que lorsqu'il viendra pour reprendre ses fonctions, pour qu'on puisse les ramasser. Qu'est-ce que vous avez à émettre comme commentaire sur cette manière de faire? Kinshasa dit tu reprends du service. La province dit on te cherche par la justice. Cacophonie de l'union sacrée. Ils nous ont habitués à ça dans leur façon de gérer le pays. Ils n'ont pas un commandement clair, c'est un désordre indescriptible. Les uns disent A, les autres sont dans Z. C'est vraiment un désordre. Mais tout ce que j'ai constaté qu'il y a des sbires du pouvoir, des communicateurs présents sur les réseaux sociaux. Quand vous les entendez, vous savez interpréter ce qui se passe, ce qui se trame derrière les autorités. C'est quoi? Mais madame le gouverneur ici, elle est verbalisée, invectivée, formalisée comme pas possible. C'est un peu comme une foudre qui s'abat sur elle. Je vous sens un défenseur de madame Fifi. Vous êtes recruté parmi ces communicateurs? Je ne la connais même pas. Ensemble, vous, votre parti, votre leader,
Vous avez cédé le stade Mazembe pour que l'équipe de Madame Fifi puisse y jouer les matchs de la CAF. Lupopo y compris. Mais d'abord, Madame Fifi, on sent votre langage ici. Est-ce qu'il y aurait d'appel de pied entre Katumbi et Fifi Masuka? Non, pas du tout. Est-ce que ce n'est pas ça qui lui crée des problèmes au niveau de Kinshasa? Non, pas du tout. Enfin, moi, c'est une dame que je n'ai jamais rencontrée, je n'ai jamais vue. Bon, oui, mais on vous sent ce soir en train de la défendre un peu. Non, le problème, c'est que... Même si dans le fond, je ne cherche pas à ce que vous l'attaquiez, mais votre langage a un peu évolué à l'ensemble. Non, le problème est celui-ci. J'ai tout à l'heure dit ici que elle doit avoir le courage soit de démissionner, soit de dire non aux invectives de Kinshasa. Mais ici, moi, je me suis dit, nous sommes des gens corrects. Même mon pire ennemi, le jour où il est victime d'une mauvaise interprétation des lois, je serai derrière cette personne-là. Donc moi ici, j'ai vu qu'il y a une machine médiatique qui est mise contre la dame ici. Enfin, en tout cas la pauvre. Je ne la vois pas résister à cette machine qui risque de la broyer. Je ne sais pas si c'est elle et la politique que Kinshasa a déjà... Qui cherche sa tête? Je ne sais pas, les gens de l'Union sacrée, je ne sais pas très bien. Moi, je ne fais que suivre les sbires, les communicateurs du pouvoir, qui s'affichent deux fois avec le président de la République, voyez-vous, mais qui tapent à peine qu'on avait plébiscité, madame le gouverneur, de meilleurs gouverneurs avec un bilan stratosphérique. Donc, mais aussitôt, les mêmes commencent à lancer des injures et même ils sont en train de déballer des faits de mes gestions et tout ça. Enfin, moi, nous on regarde, hein, peut-être que qu'ils dans tout ce qu'ils disent, est-ce qu'ils mentent, ces fameux communicateurs du régime? J'en sais rien, mais je fais des enquêtes. Quel bilan vous faites de la gestion de Madame Fifi? Le bilan n'est pas bon. N'est pas bon. Oui, elle a beaucoup investi dans la communication, surtout les communicateurs de Kinshasa. Je pense que, quand ils viennent, ils trempent le doigt dans le miel. Mais les communicateurs de Kinshasa, ils montrent les images, hein? Oui. Soyez quand même... Écoutez, Monsieur Alain, le bilan se définit comme suit. C'est en rapport avec ce que vous avez comme moyen et le comparer avec ce que vous avez exécuté comme tâche. Et je pense que quand on fait le bilan sous cette forme-là, le bilan est très négatif. En fonction de ce que le Lualaba produit et ce que nous voyons comme petits bâtiments, ça et là, des épiphénomènes, moi je pense que ce n'est pas bon. Parce que quel tape le poing sur la table comme Moïse Katumbi l'avait fait de la route Kolwezi-Lubumbashi pour qu'elle fasse, dit Lolo, Kolwezi avec l'aide du gouvernement, les moyens sont là. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, mais il faut quand même reconnaître que certaines choses sont en train d'être faites et c'est pour le bien de la population du Lualaba. Vous nous dites comparer les moyens par rapport aux résultats. Si on fait les mêmes exercices pour le bilan de Katumbi, je ne suis pas sûr qu'on serait satisfait, mais on n'est pas là pour parler du bilan de Moïse Katumbi. Direction Kinshasa, si vous le voulez bien. On quitte. Oui, juste un petit mot. Je vais te choquer. Le bilan de Katumbi était au-delà de 100%. Pourquoi? Parce que quand Katumbi est arrivé, il n'y avait rien dans les caisses. Même chose pour le Lualaba. Il n'y avait rien. Même chose pour le Lualaba. Mais sa personnalité a fait exploser le budget des péages, de la DGI. Il a explosé ça. Mais vous savez que Et c'est tout le bilan. Mais vous savez que Félix Tshisekedi peut dire la même chose. Avant lui, il n'y avait rien en termes de budget. Il a fait amener notre budget de 4 milliards à 20 milliards de dollars. Non, il a bénéficié du code minier oui, mais c'est la même chose qu'on pourra dire aussi de Katumbi. C'est différent. Ce n'est pas magique. C'est différent. Non, Katumbi, c'est différent. Katumbi, il y avait mis juste la rigueur. Mais Félix Tshisekedi a bénéficié d'une réforme du code minier. Ça, c'est tout autre chose. Et d'ailleurs,
en voulant vouloir savoir le bilan, ça c'est autre chose. Le bilan est cataclysmique. On va pas faire on n'est pas là pour le bilan parce que on a aussi des cartouches à sortir sur la gestion de Moïse Katumbi. Je disais, direction Kinshasa, les gouverneurs de la ville de Kinshasa a décidé de déclencher un nouveau système de contrôle permanent des documents de bord, permis de conduire, stationnement, contrôle technique, vignette. L'objectif derrière, décongestionner la circulation dans la capitale qui suffoquait sous les embouteillages. Cette première semaine, ça semble bien aller, mais il y a quand même de bavures. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce une bonne option? On est sur la bonne voie? On a enfin la solution pour éviter les embouteillages dans la capitale? Non, on dirige d'abord, on est dirigeant d'abord pour son peuple. On n'est pas dirigeant pour les véhicules. Je pense qu'ils ont pris une très mauvaise décision parce qu'il y a des familles entières qui ne dépendent que de l'argent de ces petits taxis-là. Des familles entières. Ça, c'est d'abord une chose. Ça ne va pas se passer dans l'illégalité quand même. Non, ça c'est de un. Et puis de deux, vous ne pouvez pas demander à tout le monde de payer 500 à 600 $ en une fois comme taxe. On devait échelonner ça par exemple par mois. Mais à qui la faute si ces gens n'ont pas à temps payé leur dû à l'État? Oui, bien sûr. Enfin, ce sont des contrôles de routine, oui, nous savions. Mais ils pouvaient se dire, ok, un mois, nous vous arrêtons pour les vignettes. Le second mois, on va vous arrêter pour le contrôle technique et l'autre mois pour... ça, c'est si l'objectif était de remplir les caisses de l'État. Ici, l'objectif, c'est d'éviter les embouteillages. Du coup, tous les désordonnés sont restés et les citoyens modèles circulent librement à Kinshasa, en toute quiétude. Non, ils ont mal réfléchi. On dirige pour les gens. Finalement, vous n'acceptez rien. Ils ont mal réfléchi. Non, moi, j'ai donné une autre option. Laquelle? Je pense qu'on devait échelonner le paiement des taxes. Effectivement, ça ne peut que continuer, ça ne peut que permettre à diminuer quelques embouteillages. Mais du coup, demander 500 $ à tout le monde, ça ne va pas. Et je pense qu'il y aura des problèmes là-bas parce que les gens dépendent de ces véhicules là-bas pour vivre. Oui, il y a déjà eu quelques bavures au niveau de Kinshasa, mais le gouverneur Daniel Bumba semble trouver avoir la solution. On finit, l'émission est finie. En un mot, est-ce que maintenant Moïse Katumbi est décidé pour se présenter en 2028 encore? C'est quelque chose qui sera décidé au niveau du Congrès. D'ailleurs, le Congrès est en train d'être préparé. Mais l'affaire du dialogue a mis un priorité sur... oui, on doit voir d'abord ce qui se passe au dialogue. Est-ce que vous êtes prêt à accepter Tshisekedi au-delà de 2028 si c'est décidé par le dialogue? Jamais. Jamais? Non. Si le dialogue l'accepte, si la majorité de ceux qui participent au dialogue l'acceptent, Katumbi dira non. Non, si le dialogue de commun accord avec la bénédiction de tout le monde ont décidé autrement. Oui, d'aller au-delà de 2028, comme on l'avait accepté pour Kabila au-delà de 2016. On peut s'y plier. Vous pouvez vous y plier. Les choses se passent dans les règles de l'art. Merci beaucoup, monsieur Franck Senga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Politico est en rediffusion tout ce week-end. Vous pouvez nous voir quand et où vous voulez sur l'application MyCanal du groupe Canal+. Moi, je fixe rendez-vous le vendredi prochain, Dieu voulant. D'ici là, merci de nous rester fidèles. Merci.